C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Missiapi Voice Télévision pour vous informer. Alors, ouvrons ces journaux à la veille d'une rencontre diplomatique très attendue. La République démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront le 4 décembre pour tenter de relancer un dialogue le temps rompu dans un contexte de tensions persistantes dans l'Est congolais. Cette réunion est perçue comme une étape cruciale pour désarmer la crise sécuritaire et aboutir à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation des États-Unis. Audrey Ugondalimba. Depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo connaît une instabilité chronique marquée par les conflits entre l'armée congolaise et des groupes armés, notamment la coalition AFC, M23 et des milices comme les FDLR. Face à cette crise au recul sécuritaire et humanitaire qu'elle provoque, la diplomatie internationale est intervenue, en particulier les États-Unis avec le soutien du Qatar et sous l'impulsion de l'administration du président Donald Trump ont joué un rôle central pour rapprocher Kinshasa et Kigali. Ainsi, un premier accord appelé Accord de Washington a été signé le 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord prévoyait notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo, la cessation de tout soutien aux milices, le désarmement ou l'intégration conditionnelle des groupes non étatiques, un mécanisme mixte de coordination sécuritaire et la mise en place d'un cadre pour un développement économique partagé. Mais la mise en œuvre de cet accord a été lente, ponctuée par des réunions du comité de suivi, des désaccords et un constant préoccupant. Les violences et les tensions persistent, notamment avec de l'avancée du M23 dans des villes majeures. C'est dans ce contexte qu'est s'inscrit la rencontre du 4 décembre 2025 à Washington entre les présidents congolais et rwandais sous médiation américaine. Un sommet qualifié de décisif par les diplomates qui aura des objectifs et enjeux d'entériner l'accord de paix signé en juin, de sceller un cadre économique régional, de réaffirmer des engagements sécuritaires et de rétablir la souveraineté et la confiance mutuelle entre Kinshasa et Kigali. Un objectif politique et symbolique fort compte tenu des accusations récurrentes de soutien rwandais aux rebelles et des tensions entre les deux pays. Dans un communiqué publié le 2 décembre, l'armée congolaise affirme que depuis le matin, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM23 ont lancé une série d'attaques contre les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud de Kivu. Suivez. S'active. Les forces armées de la République du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition. Poursuivons ce journal en Ituri, près de 68 745 déplacés ont regagné leur village en octobre et novembre grâce à l'amélioration progressive de la sécurité dans certaines zones par les FARDC. Pendant le temps, le gouvernement congolais renforce son appui en assistance humanitaire pour plus de 3000 ménagers. Reportage militaire. La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République.
Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a annoncé l'assistance humanitaire en vivre et non-vivre pour plus de 3000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. C'est juste une remise symbolique. Nous savons que ça ne va pas répondre à tous leurs besoins, mais quand même c'est une façon pour nous de montrer que le gouvernement de la République n'a pas oublié sa population. Il y a lieu de donner à cette population quelque chose afin de subvenir à leurs petits besoins. Cette intervention du gouvernement congolais aux déplacés internes de l'Ituri est un symbole d'espoir et d'engagement des autorités à redonner sourire à cette population affectée par les conflits armés. Le gouvernement est disposé à leur apporter les réconforts, l'espoir, mais aussi les sourires. Ils ont droit à ces trois choses dans leur vie. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. En tant que l'approche militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'emploie davantage à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province pour permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, comme c'est déjà le cas à Nyakoundé, Marabo, Boga et Tchabi en territoire d'Irumu, ainsi qu'à Kobu, Bambou, Fataki, Masumbuko, Nyangarai en territoire de Djougou, où les retours volontaires se font avec l'appui logistique de l'administration militaire et ses partenaires. Poursuivons ce journal avec plus de 80% des réalisations atteintes en Ituri. Le projet Star Est mobilise les acteurs provinciaux pour renforcer son ancrage local. Le gouverneur militaire rappelle que seules les zones pacifiées pourront bénéficier durablement des efforts de stabilisation. Suivez. Je commence d'abord par rendre hommage au président de la République qui, sans lui, nous ne serons pas ici. Moi-même, en tant que militaire, officier, je ne pouvais pas penser un jour me retrouver comme gouverneur ici à Nitoum. Les hommages vibrants ont été rendus au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de stabilisation de l'Est de la RDC. C'était pendant l'atelier du comité consultatif provincial du projet Star Est 2025-2026. Les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les confessions religieuses ainsi que les autorités politico-administratives évaluent sans complaisance le projet Star Est qui est en séjour à plus de 80% de réalisation des infrastructures à travers la province. À l'issue de ces travaux, des procès-verbaux devront ressortir, a fait savoir Steve Sengida, coordonnateur provincial du Star Est. Ces présents travaux que vous présidez ce matin seront sanctionnés par des procès-verbaux dont l'un portera sur la validation des rapports d'exécution des activités du plan de travail et budget annuel 2024 et le second validera la régularisation des activités en cours d'exécution pour l'exercice 2025 avant de projeter l'exercice 2026. Dans sa double casquette du gouverneur militaire de l'Ituri et président du dit comité consultatif, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a martelé sur la prise de conscience collective pour la paix car seules les zones pacifiées devront bénéficier de projets de stabilisation. Aujourd'hui, je pense que Djougou est à 80% en paix. Donc si nous avons la paix, parce que les moyens sont là, ce n'est pas des moyens qu'on va chercher. Nous allons consommer tous les moyens en construisant des infrastructures, en réinsérant nos jeunes. N'en que sous état de siège, le projet Star Est en Ituri a déjà réalisé la réhabilitation de plus de 160 km de routes et est en cours de construction de plus de 430 infrastructures communautaires de base. Ces réalisations incluent également la construction et la rénovation des écoles et des centres de santé, la réinsertion socio-économique des ex-combattants dans les terres de Djougou et Irumu, renforçant ainsi l'autorité de l'État en vue de développer
la province. 13 civils ont été tués lors d'une attaque nocturne menée par les insurgés Mobondo dans le village des Kana à Maïndombe. Ces assaillants ont été neutralisés par les FARDC, tandis que des centaines d'habitants ont fui après l'incendie de plusieurs maisons. Suivez. Un groupe d'insurgés Mobondo a mené une attaque dans le village d'Enkana, situé à 75 km de Kinshasa, dans les territoires des Kwamount. Nous sommes dans la province du Maïndombe, dans la nuit du samedi à dimanche 23 novembre 2025. Profitant d'un effectif réduit des forces de sécurité dans la zone, les assaillants ont pénétré dans ces villages riverains du fleuve Congo vers 3 heures du matin. Les insurgés armés notamment de fusils AK-47, des calibres 12 et de machettes ont affronté quelques militaires déployés sur place. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 combattants Mobondo. Côté armé, un soldat est tombé sur le champ d'honneur et un autre grièvement blessé. En se repliant, les insurgés ont massacré 13 civils, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et incendié quelques habitations. Pris de panique, de nombreux habitants de Nkana et des localités voisines ont fui. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Maluku à Kinshasa, tandis que d'autres ont traversé le fleuve pour se mettre à l'abri au Congo-Brazzaville. Le calme est revenu en matinée grâce à l'arrivée d'une unité des FARDC basée à Kwamount Cité. La navigation des baleinières sur le fleuve Congo a néanmoins été perturbée par ces violences. Le commandement des opérations Gemba présente ses condoléances aux familles des victimes et assure que des dispositions sécuritaires renforcées ont été prises. Les FARDC poursuivent actuellement les insurgés Mobondo, auteurs de cette attaque meurtrière. Restons toujours dans ce journal, dans la province du Nord Kivu, précisément à Walikale. De coups de feu ont été entendus le lundi 1er décembre près de l'aérodrome d'Ekigoma. Des tirs d'armes légers qui plongent la population dans une psychose. Plusieurs familles ont commencé, s'y sont déplacées, redoutant une attaque. Images et commentaires. Lundi 1er décembre à Walikale, près de l'aérodrome de Kingoma, à Walikale Centre, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des coups de feu ont été entendus. Ces tirs d'armes légères survenus vers 17h ont duré une demi-heure. Le major Dieudonné Kassereka, porte-parole de la 34e région militaire FARDC dans cette région du pays, appelle la population au calme et promet de communiquer sur le fait dans les heures qui vont suivre. C'est alors le retentissement d'armes a plongé la population dans une psychose totale. Sous une pluie battante, plusieurs familles se sont déplacées, redoutant une autre attaque dans l'avenir. Les habitants du quartier Kingoma et Kantepe, qui sont proches de l'aérodrome, se sont enfermés dans leur maison. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré le lundi 21 décembre 2025 la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. La cérémonie présidée par la première ministre Judith marque la clôture d'une période de surveillance sanitaire rigoureuse de 42 jours sans nouveau cas. L'annonce a été faite par les ministres de la Santé, Roger Kamba. Suivez. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le ministère de la Santé parce que rarement nous avons de bonnes nouvelles. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, votre présence ici souligne l'importance que le gouvernement de la République accorde au système de santé en général et aux ripostes, aux différentes ripostes, aux épidémies en particulier. Nous avons été informés le 1er septembre d'une éventuelle épidémie à Ebola, parce que c'était une fièvre hémorragique. Et 3 jours plus tard, nous avions déclaré l'épidémie. Cela veut dire que nous avons envoyé des équipes sur place, nous avons prélevé, nous avons fait venir des échantillons, nous les avons analysés, nous les avons séquencés et en 3 jours, nous avons déclaré la maladie. Ceci résulte effectivement, comme ça a été dit, du fruit de l'expérience de plusieurs épidémies. Excellence, quand nous avons été saisis
de l'information, et quand les échantillons sont arrivés, j'ai très rapidement appelé le professeur Mouyembe, qui était d'ailleurs en Allemagne, je pense, en ce moment-là, pour lui dire, professeur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je vais voir en tout cas, il a donné des instructions. Vous savez quel est son niveau d'expertise. Et nous avons vérifié que nous avions les molécules capables de soigner nos malades. Nous avons vérifié que nous avions les vaccins. Et surtout, nous sommes tournés vers les partenaires et particulièrement vers les États-Unis d'Amérique et le CDC à Atlanta pour pouvoir avoir les tests, pour pouvoir avoir un complément des médicaments et surtout pour avoir le soutien technique. Et cela, nous l'avons obtenu. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a accordé le lundi 1er décembre dernier la liberté conditionnelle à 114 détenus, dont 61 au sein de la prison centrale de Makala, CRPK. Parmi des personnes libérées figurent 2 femmes. Suivez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa a procédé le lundi 1er décembre 2025 à la libération conditionnelle des 114 détenus, dont 61 au sein de la prison centrale de Makala. Devant le bénéficiaire de cette liberté conditionnelle, le ministre a adressé un message à la fois simple et fort, porteur d'espoir pour un nouveau départ. Lorsque vous avez enfreint les lois de la République, en commettant certains faits infractionnels, vous pouvez être condamné. Et condamné pas parce que on ne veut pas de vous dans la société, mais on veut que les comportements qui troublent l'ordre public, que l'autorité puisse les adresser. Et donc, on a toujours pensé que quand on vous enferme, l'État veut que vous puissiez vous améliorer. L'État veut que quand vous vous êtes amélioré, et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des désengorgements de centres pénitentiaires depuis son entrée en fonction, résulte d'une démarche encadrée et contrôlée. Guillaume Ngefa a tenu à préciser que ces libérations ne sont ni improvisées ni complaisantes. Elles sont les résultats d'un processus rigoureux basé sur l'évaluation du comportement de détenus et validé par une commission spécialisée. Ainsi, cette initiative rappelle que la justice ne se limite pas à punir, mais qu'elle peut aussi offrir une seconde chance à ceux qui démontrent une volonté réelle de réinsertion. Bouclons ce journal avec cette information sportive en marche de la participation des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur national Sébastien Desabre a rendu public le lundi 1er décembre la liste officielle de 20 joueurs retenus qui prendront part à cette compétition. Yohan Wissa, Dimitri Berthaud et Dylan Batubisi Kassero, les grands absents de ces rendez-vous continental pour les Léopards. Audrey Ugondalemba. C'est fait, les rideaux sont tombés et les noms des 26 léopards sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont désormais connus. Une liste du sélectionneur manager Sébastien Desabre rendue publique via des canaux de communication de la Fédération congolaise de football association qui combine expérience et jeunesse basée essentiellement des cadres habituels de l'équipe. Parmi les absences remarquées, celle de l'attaquant Yohan Wissa, indisponible pour cause de blessures, un coup dur pour les secteurs offensifs, mais aussi les gardiens de but Dimitri Berthaud et les défenseurs centrales Dylan Batubisi-Kassero, sans club depuis un temps, seront les grands absents. En revanche, les sélectionneurs misent sur la continuité en confirmant plusieurs de ses cadres habituels, à l'instar du capitaine Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Arthur Maswaku, Samuel Mutusami et tant d'autres joueurs évoluant en Europe. Le staff a aussi ouvert la porte à de nouveaux visages. Mario Strohenkens, Michel Ange Balikwisha et autres, un savant mélange d'expérience et de jeunesse visant à offrir un effectif équilibré capable de jouer les premiers rôles dans ce tournoi continental. La compétition débute très bientôt au Maroc et les attentes sont élevées. Les Léopards partent avec l'ambition de faire un bon parcours, de raviver l'espoir chez les supporters et pourquoi pas viser un nouveau sacre continental. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice Télévision sous l'assistance de Nice et Cynthia. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bonne suite de programmes sur nos antennes.